Bonjour et bienvenue sur Monaco Info, au sommaire de votre journal. Le bilan de la 127e session du Comité international olympique qui s'est tenue en principauté au Grimaldi Forum. Nous reviendrons sur la qualification monégasque en 8e de finale de Ligue des Champions. Retour sur le Monaco Press Club qui s'est tenu ce vendredi au Yacht Club de Monaco. Dorénavant, les membres de l'AMAPI ont leur atelier tous les vendredis au NMNM. Retour sur la 127e session du Comité international olympique qui s'est tenue en principauté. Elle vient de se clôturer au Grimaldi Forum. La deuxième journée aura permis notamment de remettre les trophées Femmes et Sport. Émilie Rousseau vous en dit plus. Après avoir approuvé à l'unanimité les recommandations de l'agenda 2020, les membres du CIO se sont retrouvés pour une deuxième journée de session au Grimaldi Forum. À l'ordre du jour, l'élection de la ville hôte de la 130e session, la reconnaissance définitive du Comité national olympique du Kosovo ou la remise des trophées Femmes et Sport, un prix créé en 2000 qui récompense des personnes pour leur remarquable contribution au développement, à l'encouragement et au renforcement de la participation des femmes dans le sport ou dans les structures administratives. Ainsi, 6 femmes ont été sacrées, 5 par continent et une à l'international. Il s'agit de Meryem Cherni Mizouni. Cette ancienne secrétaire d'État au sport en Tunisie a consacré sa vie au développement du sport féminin. Championne de natation, encadreur puis entraîneur, Meryem est membre du CIO depuis 2004 et c'est avec une grande fierté qu'elle a reçu ce trophée des mains du président du comité, Thomas Barr. Ce trophée, tout d'abord, c'est un honneur pour moi et c'est-à-dire que je veux dédier ce trophée à la femme tunisienne. Vraiment, parce qu'elle a œuvré depuis son indépendance jusqu'à présent et elle lutte, la femme tunisienne. Donc, je suis fière pour mon comité olympique aussi, qui est résolument engagé en faveur des valeurs olympiques. Fière pour ma commission Femmes et Sport, dont les membres ils vont tous se reconnaître à travers ce trophée. Fière pour les nageurs et nageuses de la Tunisie, fière pour tout ce monde-là. La promotion de la femme dans le sport est un vaste sujet examiné par le CIO. En 1995, le comité créait d'ailleurs un groupe de travail dans ce domaine avant qu'il ne devienne une commission à part entière en 2004. Le rôle de cette commission, c'est bien sûr de voir de près tout ce qui se passe au niveau du sport féminin. Et nous avons bien sûr, comme vous avez entendu, 2 grands objectifs. La plus grande, bien sûr, c'est que toutes les filles et les femmes puissent pratiquer le sport. Et aux Jeux olympiques, nous voulons atteindre les 50% de la parité. À Londres, nous étions à 44%. Et l'autre objectif, c'est d'avoir des femmes dirigeantes au niveau des CNO, des fédérations internationales, des fédérations nationales, des femmes arbitres, des femmes juges, entraîneurs, parce que là, comme vous l'avez entendu, c'est un grand match. Il n'y a pas beaucoup de femmes dirigeantes au niveau du sport. À l'issue de cette remise de trophée, le Comité international olympique a tenu à remercier la principauté pour son accueil. En ce sens, le président du CIO, Thomas Barr, a remis des médailles de remerciement à des membres du comité d'organisation, dont Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque, ou le colonel Luc Fringant, commandant supérieur de la force publique et premier aide de camp du prince Albert II. Thomas Barr a également félicité le prince souverain pour son engagement. Il lui a remis une médaille particulière destinée au chef d'État. Nous connaissons tout votre engagement envers le sport et les valeurs olympiques. Monseigneur, vous avez apporté une remarquable contribution à la naissance de l'agenda olympique 2020. Et c'est pourquoi nous vous souhaitons que les prochaines étapes importantes de votre vie connaissent la même réussite et plénitude. Nous vous adressons ainsi qu'à Son Altesse Sérénissime la princesse Charlène tous nos vœux le meilleur pour votre future commune.
Fort du bilan positif de cette session, Thomas Bach a donné rendez-vous en juillet 2015 à tous les membres du comité à Kuala Lumpur, en Malaisie, ville hôte de la prochaine session. Vous l'aurez donc compris, ces 2 jours de session auront été déterminants pour l'avenir du mouvement olympique. Ils auront été synonymes de fierté et de mobilisation en principauté. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, dresse le bilan de cette 127e session à Monaco. Il est au micro d'Émilie Rousseau. C'est une mobilisation assez exceptionnelle. Pour une session exceptionnelle, puisqu'elle n'était pas prévue il y a 1 an. Et je crois que non seulement nous avons su répondre à l'appel du CIO et la gentillesse avec laquelle le CIO aussi nous a aidés, mais je crois que c'était un vrai défi à relever. Et nous l'avons relevé grâce à l'implication de tous et de toutes. Je veux bien sûr remercier en premier lieu Mme Yvette Lambin-Berty, mais également non seulement tout le comité olympique monégasque, mais tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices et tous les volontaires surtout. Car on ne peut pas faire un événement comme cela, une telle organisation sans des volontaires, et ils ont été merveilleux et je leur suis très reconnaissant. Et je crois que ça a montré qu'un petit pays peut organiser de belles et grandes choses. C'était une session tout à fait particulière, tout à fait importante pour l'avenir du CIO. Cet ordre du jour était l'agenda 2020 et donc qui a été adopté, vous l'avez vu, à l'unanimité, mais avec quand même quelques questions, quelques discussions. Mais je crois que c'était important de suivre la commission exécutive et le président Bach dans cette vision à long terme pour le CIO et pour le mouvement olympique. En marge de cette session, le Prince Albert II a assisté à la remise des anneaux d'or olympiques à la Salle des Étoiles. Ces trophées récompensent l'excellence dans la retransmission télévisée des Jeux olympiques, et ce, dans 6 catégories différentes. On pouvait notamment retrouver le meilleur portrait d'athlète, le meilleur programme ou encore le meilleur reportage olympique. Cette cérémonie organisée par le CIO aura largement sacré des équipes de production pour leur couverture des JO de Sotchi. L'AS Monaco a battu le Zénith Saint-Pétersbourg 2-0 mardi soir. Une victoire qui permet aux Monégasques de se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions et de terminer premier de leur groupe. Écoutez les réactions d'après-match au micro de Frédéric Elion. Je suis fier de notre performance, fier de notre équipe, de nos joueurs, de notre entraîneur. Je suis fier pour la principauté du Monaco. C'est un très bon feeling. On savait très bien que c'était un match très important. Donc je pense qu'on a été à la hauteur de l'événement et on est content. Dans ma tête, quand j'ai parti, j'ai croyé que la session pouvait terminer bien. Je ne sais pas si un bout sur moi ou quelque autre session. Mais à la fin, c'était mon bout et je suis très heureux. Beaucoup de personnes n'ont pas cru en nous, mais on a donné le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, on a atteint notre objectif et voilà, c'est bien. On a peut-être eu un peu de pression inconsciemment en première mi-temps. En deuxième, le coach nous a dit qu'il fallait continuer et que c'était pas mauvais ce qu'on faisait. Donc on est resté dans ça et en deuxième mi-temps, ça a porté ses fruits. Le sentiment dans un vestiaire, c'est heureux et la joie de pouvoir se qualifier et en plus décrocher la première place. Je pense qu'on va avoir plus de confiance en nous, je pense, parce que je pense qu'on a eu des moments de doute depuis le début de saison. Et je pense vraiment que ce match est fondateur et que ce qu'on va faire par la suite, ça va être pas mal. Ouais, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. On espère qu'on va pouvoir enchaîner les matchs aussi en championnat pour pouvoir remonter dans les 3 premiers. Après maintenant, il y a un gros match dimanche et on va être concentré pour le match de dimanche. Pour un jeune joueur comme toi, ça représente quoi un 8e de finale de Ligue des Champions? C'est des matchs que tu as regardés à la télé
petit. Et de retrouver là, il y a beaucoup d'émotions qui traversent. Franchement, c'est un rêve d'enfant, on va dire. D'entendre cette musique, c'est vraiment excitant et ça donne vraiment envie de donner le meilleur de soi-même. C'est super, c'est super. Et en première colocation, c'était très bien. Et voilà, c'est ça. Bon, on attend le tirage au sort qui est déjà lundi. Bon, je vais aller. On essaye de faire le meilleur. Maintenant, bon, on va essayer de continuer, de jouer nos jeux. Donc être efficace et après on verra. Mais moi je suis déjà très content de ce que nous avons fait. Le Monaco Press Club s'est réuni vendredi dernier au Yacht Club de Monaco à l'occasion d'un petit déjeuner. L'invité n'était autre que le journaliste italien Alberto Toscano. Vanessa Dessy vous en dit plus. On dit qu'il est le plus français de tous les journalistes italiens. Alberto Toscano, diplômé en sciences politiques, s'installe en France dès 1986. Il devient alors correspondant du quotidien économique Italia Oggi à Paris. Il est également l'auteur de plus de 5000 articles sur la France publiés par des journaux italiens, toutes tendances confondues. Toujours très attentif à la politique, l'homme des médias s'amuse aujourd'hui à comparer son pays d'origine à un bateau. Selon lui, l'Italie ne peut que parier sur l'avenir. L'Italie d'aujourd'hui est un pays en crise et un pays en mutation. Alors quand un bateau paraît à la dérive, je dis ça à plus forte raison parce qu'on se trouve sur un bateau, entre guillemets, le Yacht Club de Monaco, et quand un bateau paraît à la dérive, il peut se perdre dans les eaux ou il peut arriver à bon port. On ne sait pas aujourd'hui, à mon sens, quel sera le parcours du bateau Italie. Certainement, le bateau Italie est en mouvement. Les optimistes comme moi pensent que l'Italie trouvera, comme elle a fait dans les moments difficiles de son histoire, la force pour se redresser. Depuis toujours, il travaille pour l'amitié franco-italienne. Qu'il soit à Paris ou à Milan, il ne se sent jamais dépaysé. Et quand nous lui rappelons que la principauté entretient des liens forts avec l'Italie, rien ne l'étonne vraiment. Je viens d'arriver ici, je suis sorti dans ce magnifique endroit du Yacht Club de Monaco et mon téléphone m'a dit Free, message de Free, vous êtes en Italie, la communication va vous coûter XY Europe. Donc, quelque part, l'électronique nous dit qu'ici, on est en Italie. Donc, c'est assez bizarre, mais c'est fort significatif. Non, vraiment, Monaco a toutes les possibilités, toutes les chances, et je souhaite que la principauté le fasse de plus en plus, de se redécouvrir et relancer en tant que trait d'union, en tant que pont réellement constructif entre Italiens et Français. Aujourd'hui, en Europe, on a vraiment, comme, excusez-moi de citer le pape, on a besoin de ponts beaucoup plus que de murs. Monaco a la vocation d'être un pont par excellence. Parmi ses nombreux titres, Alberto Toscano obtient le prix de journalisme de la Maison de l'Europe de Paris et du Parlement européen en 2011. Il est de plus chevalier de l'Ordre national du mérite de la République française et récemment, en juin dernier, il a été nommé chevalier de la République italienne. Et direction à présent la Villa Sauber. Depuis 2008, le NMNM mène des actions pour ouvrir davantage le musée aux plus jeunes, mais également à des publics différents, comme par exemple aux membres de l'AMAPI. Un reportage signé Fabien Bonilla. Ils se retrouvent tous les vendredis de 14h à 16h dans cette pièce de la Villa Sauber. Un groupe d'une dizaine de personnes déficientes de l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée, l'AMAPI. Ils se retrouvent chaque semaine depuis un an pour échanger, laisser libre cours à leur imagination, se sentir en confiance et s'épanouir. Voici l'objectif du service des publics du nouveau musée national de Monaco. Le principe, c'est d'accueillir les jeunes de l'AMAPI et qu'ils passent un moment avec nous, dans la détente, le lâcher prise, le bien-être.
En fait, pouvoir accéder à l'art et la culture, c'est pouvoir être reconnu en tant que personne à part entière et voilà, tout simplement être comme tout le monde. On sent que vraiment ils s'expriment, ils sont bien ici. C'est un rendez-vous pour eux qui est très important puisqu'ils viennent en dehors de leur temps de travail. Donc ils viennent par passion, par motivation. Chaque semaine, différents workshops de peinture, de dessin, de design ou ici de céramique. Le résultat compte peu, l'occasion de se retrouver et de se détendre. On est tous contents, je suis contente parce que ça me détend un peu de mon travail, ça change de mon travail et comme ça souffle un peu aussi parce que ça change un peu des autres choses aussi. Et là, voilà, on est tous heureux et heureuses de venir et avec Anne-Sophie, avec Sylvie et Caroline, et comme ça on se voit aussi un peu parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais et voilà, et on est super contents de voir. En plus de ces ateliers, le nouveau Musée national de Monaco mène des actions avec des personnes non-voyantes, malentendantes ou encore des enfants en difficulté. Le photographe Nick Datzinger est parti en novembre dernier, durant 10 jours au Burkina Faso, alors que le pays a connu un grand soulèvement. Il a pu rendre compte à travers ses photos des importants projets menés par la Croix-Rouge monégasque et par son homologue burkinabé. Alexandra Pani l'a rencontré à son retour en principauté. La Croix-Rouge monégasque est là depuis longtemps pour soutenir la Croix-Rouge du Burkinabé. Et cette formation, c'est aussi grâce au personnel de la Croix-Rouge monégasque. Il y a des volontaires, des monégasques qui sont là pour aider ces équipes, pas que dans le domaine de premier secours, mais par exemple les jeunes filles, aide familiale, c'est-à-dire il y a beaucoup de jeunes filles qui quittent la campagne pour venir travailler à la capitale, surtout à Ouagadougou. Il y a d'autres villes où on trouve ces jeunes filles. Même à l'âge de 6 ans, elles quittent leur maison, leur foyer pour aller travailler. Et la Croix-Rouge monégasque a mis en place des formations pour soutenir ces jeunes filles et pour leur donner un avenir, soi-disant, beaucoup plus agréable de ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, de nouveau, les équipes aujourd'hui, c'est surtout mené par des Burkinabés, mais voilà, c'est des volontaires de la Croix-Rouge monégasque qui ont donné cette formation, qui donnent voilà, l'appui pour que ça puisse se faire. J'ai parlé avec beaucoup de ces personnes qui travaillent au sein de la Croix-Rouge du Burkinabé, le directeur général. Ils sont super reconnaissants de l'aide que Monaco donne depuis quelques années. Mais je pense que le plus important, c'est qu'ici, on est quand même assez loin du Burkinabé. On ne peut pas imaginer l'impact, quand même Monaco reste un petit pays, mais l'impact au Burkinabé est énorme. Les premiers secours, par exemple, aujourd'hui au Burkinabé, il n'y a que 6 villes qui ont des casernes de sapeurs-pompiers. Alors il faut imaginer tous ceux qui sont formés par la Croix-Rouge du Burkinabé, avec ce soutien de formation de la Croix-Rouge monégasque, peut amener à sauver des vies. Et on voit au quotidien des accidents partout sur les routes. Et voilà, c'est ceux qui ont été formés qui peuvent donner de l'aide. Et je pense que cet impact est énorme. Non seulement pour les jeunes filles dont on en a parlé, mais voilà, tout ce qui est premier secours, tout ce qui est urgence, et même ce que j'ai pu constater, c'est ces équipes qui font les formations premier secours vont même dans les écoles. Il est à présent temps de passer en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Jeudi, le temps sera sec et largement ensoleillé. Du côté des températures, elles oscilleront entre 11 et 16 degrés. Vendredi, la journée sera agréable, même si le soleil sera plus hésitant l'après-midi, gêné par quelques nuages. Ce week-end, le temps se détériorera. Beaucoup de nuages laissant peu de place au soleil et les averses referont leur apparition en fin de journée. Dimanche, diminution de la menace de pluie, mais un ciel encore incertain, en grande partie nuageux. Retrouvez à présent Frédéric Elion qui a eu la chance de rencontrer Kevin Rolland, l'un des plus grands freestylers au monde français. Au revoir.